Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour le webinaire sur la DSP2 et la présentation de l'interaction entre Bridge et Cegid. Je suis avec Johan, le CEO de Bridge, qui Bonjour. va se présenter. Bonjour à tous, Johan Mirkovic, CEO et cofondateur de Bridge. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité, Christian, pour cette présentation. Très rapidement, peut-être mon parcours. Moi, j'ai cofondé Bridge, qui est globalement ce qu'on fournit, c'est des solutions d'agrégation bancaire, donc la capacité de se connecter au compte bancaire en Europe pour récupérer les soldes et les transactions. On a créé ça il y a 5 ans. Et avant ça, j'avais cofondé et dirigé Banking, qui est une application qui facilite la gestion de budget, en 2011. Et il fallait, pour sortir cette application Banking, créer toutes les connexions bancaires. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai très rapidement œuvré à ce qu'on appelle la DSP2, la Directive des services de paiement numéro 2, ou plus globalement l'Open Banking, qui est une nouvelle réglementation qui permet justement à des acteurs régulés comme nous, comme Bridge, établissement de paiement, nous sommes régulés par la CPR et la Banque de France, avoir la capacité de dialoguer de manière sécurisée avec l'ensemble des banques européennes. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai pu être très impliqué au niveau européen avec la Commission européenne, le régulateur européen qui s'appelle l'EBA, les régulateurs nationaux, pour mettre en place cette nouvelle réglementation et ces nouvelles technologies, du coup, avec l'ensemble des banques européennes. Voilà en quelques mots. Merci Johan de ces précisions. Ça fait un moment qu'on se connaît. On a travaillé depuis longtemps ensemble sur le scrapping. On avait commencé, je me rappelle, et puis sur la DSP2 dès les premières banques qui avaient implémenté les connecteurs. Donc Bridge est un partenaire important pour Cegid. Moi-même, donc Christian Taltas, en fait, je suis le responsable des produits experts comptables chez Cegid sur l'ensemble des gammes et le fondateur de Cegid Loop, que Cegid a acquis en 2018. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer l'intérêt et la maturité des technologies aujourd'hui qui tournent autour de la DSP2. C'est un élément important pour les cabinets d'expertise comptable et les clients parce que ça vous fait rentrer dans le monde du temps réel, et donc temps réel de la compta, temps réel des paiements. Donc on va voir en fait ensemble, Johan va nous présenter et nous donner un éclairage particulier sur la maturité de cette DSP2. Je pense que c'est important parce que il faut dire que ça fait longtemps qu'on a les technologies, comme on le disait, on les déploie, mais on attendait que l'ensemble des banques fassent leur travail, que Bridge s'améliore encore sur la capacité à gérer les difficultés, les erreurs qu'on rencontre. Et c'est pas simple, voilà, pour mettre à disposition à l'ensemble de nos clients. Et on est dans une disposition où le DSP2 remplacera tout l'ensemble des flux EBIX dans nos offres. Voilà. Peut-être nous présenter, Johan, plus en détail Bridge Ouais, avec plaisir. et l'Open Banking. Tout à fait. Donc, Bridge, on est établissement de paiement, comme je disais, pionnier de l'open banking. Et globalement, nous faisons deux choses. Tout d'abord, nous fournissons des services d'agrégation bancaire, la capacité de récupérer les soldes et les transactions auprès de l'ensemble des banques européennes de manière sécurisée. Le tout pour digitaliser les processus, tout d'abord dans la comptabilité, et c'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais également dans d'autres secteurs d'activité, notamment le crédit, parce que le crédit a besoin, les fournisseurs de crédit ont besoin d'analyser la situation financière d'un demandeur, et donc au lieu de récupérer des relevés PDF et de les analyser manuellement, de plus en plus utilisent des solutions Bridge pour connecter les comptes bancaires de manière sécurisée et de recevoir la donnée en temps réel, déjà digitalisée, sans risque d'erreur et de fraude, sur lesquels les outils de scoring fonctionnent automatiquement. On fournit également des solutions à une multitude de fintech et d'innovateurs qui créent des services à valeur ajoutée au-dessus de cette agrégation sécurisée. En parallèle, la deuxième brique que nous fournissons, ce sont des solutions de paiement qui visent à rendre les paiements plus simples et plus sûrs et rendre les entreprises plus performantes et de faciliter la vie de leurs clients, des payeurs, et ce grâce à une nouvelle génération de moyens de paiement basés sur le virement instantané, qui est le deuxième pilier de l'open banking, de la DSP2, l'agrégation bancaire, premier pilier. Deuxième pilier, les paiements par virement. Et c'est ce que nous fournissons en parallèle de l'agrégation. En quelques chiffres,
Bridge, c'est plus de 8 millions de comptes bancaires connectés chaque jour auprès des banques françaises et européennes. Donc, c'est déjà des volumes conséquents. 1,5 milliard d'euros de paiements initiés grâce à nos solutions de paiement par virement. Plus de 250 clients, des clients et des partenaires majeurs comme Cegid dans la comptabilité, mais également des acteurs bancaires de premier plan comme BPCE Payment, des e-commerçants de premier plan comme Cdiscount, ou une multitude de startups et de fintech comme Payfit, Conto, qui nous utilisent également pour digitaliser, innover et apporter plus de valeur à leurs clients. Et nous sommes 70 collaborateurs experts, et je le précise, nous avons été le premier acteur agréé en Europe pour fournir ces solutions d'agrégation et d'initiation de paiement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a été impliqué, comme je disais tout début, dans ce processus législatif et dans la mise en place opérationnelle de ces nouvelles technologies en France et en Europe. Johan, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi l'open banking en fait? C'est quoi les fondamentaux? Pourquoi l'Europe a mis ça en place? Et du coup, qu'est-ce que ça va permettre de faire? C'est pas juste parce qu'on aurait pu garder les BICS, en fait, on aurait pu garder les anciennes façons de transmettre l'information entre les banques et les entreprises. L'objectif de la DSP2, c'est très clair, c'est l'innovation, favoriser l'innovation, favoriser la compétition, l'harmonisation également de l'espace européen, et en parallèle garantir la sécurité. Le tout dans le monde bancaire et le monde des paiements, puisque globalement, le monde des paiements et la donnée associée à ces comptes bancaires est une donnée essentielle, stratégique pour les acteurs économiques européens. Tous les acteurs qui ont besoin de se connecter aux banques, de dialoguer avec elles pour récupérer l'information, avant, ça se faisait un petit peu de manière artisanale. Soit artisanale, soit avec donc artisanal manuellement, je demande des relevés PDF, soit avec des technologies comme peut être EBIX, mais sur lesquelles ça commence à être des technologies qui datent, qui peuvent être compliquées à mettre en place, qui ne sont pas harmonisées et qui sont localisées, c'est-à-dire que certaines banques y adhèrent dans certaines régions et pas toutes. Donc l'Europe a dit, moi je veux en quelque sorte accélérer la transformation digitale du monde bancaire à l'échelle européenne pour que des tiers comme nous, Bridge agréés pour le faire, puissent dialoguer avec les serveurs des banques de manière sécurisée pour favoriser l'innovation et apporter de la fluidité dans la donnée, de l'instantanéité, de la digitalisation. Et globalement, c'est ça l'objectif, de permettre de circuler, que la donnée bancaire circule de manière sécurisée, toujours avec le consentement explicite et éclairé du propriétaire du compte, du titulaire, sur lequel il, lui, a un contrôle sur cette donnée-là, il sait à qui il va partager ces données. Donc ça, c'est sur l'agrégation. Et sur le paiement, globalement, c'est un enjeu stratégique de souveraineté européenne, d'avoir un moyen de paiement qui ne passe plus obligatoirement par Visa Mastercard, qui sont des acteurs américains. Donc si on est amis avec les Américains, ça se passe bien, mais on l'a vu avec la Russie, qu'on n'est plus trop amis, en fait, Visa Mastercard coupe les paiements et c'est une problématique de souveraineté, on ne peut plus payer. Et donc l'Europe dit il faut créer une infrastructure de paiement souveraine européenne et il n'y a rien de mieux aujourd'hui que de faire globalement du virement, de faire une nouvelle génération globalement de virements avec des processus totalement digitalisés sur lesquels on peut payer en un clic d'un compte A vers un compte B en direct par un virement sans passer par un organisme comme peut être Visa Mastercard qui dépend d'autres régions. Donc voilà, c'est deux objectifs et aujourd'hui on y arrive, ça fonctionne et ça se déploie massivement dans la société, que ce soit en France et en Europe. Donc du coup, en fait, c'est à la fois la pression du hacking qui a été fait par certaines époques par les startups qui a poussé l'Europe à réguler, en même temps en trouvant une certaine indépendance et souveraineté comme tu l'indiques, et c'est pour ça qu'ils mettent la pression sur les banques. C'est-à-dire que c'est quelque chose de sérieux, c'est pas juste une norme qui a une chance d'aboutir, c'est toute une stratégie européenne qui est liée à la régulation, donc de la façon dont ces flux sont autorisés pour pas qu'il y ait de piratage et de mauvais usage, et en même temps pour accélérer cette souveraineté. Donc c'est quelque chose de très fort. Donc le dernier point, je dirais, c'est pour présenter Bridge, à la limite, on pourrait attaquer directement ces API, nous, éditeurs. Et donc en fait, là où je voulais témoigner, c'est que la difficulté de gérer l'ensemble des banques, je sais pas, dans ma tête, c'est plus de 200 banques ou 200 connecteurs
qui sont impliqués, peut-être un peu moins en DSP2, tu me corrigeras, fait que c'est très difficile d'être harmonisé, de fournir une expérience utilisateur qui soit valable pour toutes les banques. Typiquement, quand tu as une authentification forte, elle varie d'une banque à l'autre, etc. Et donc, pour moi, la raison d'être de Bridge, elle est bien là. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou tu aurais quelque chose à rajouter? En fait, effectivement, l'ensemble des banques européennes doivent fournir des API. C'est un protocole de dialogue sécurisé avec leurs serveurs à des tiers agréés. Agréés, donc établissements de paiement. Donc déjà, seuls les acteurs agréés ont le droit de se connecter aux banques pour dialoguer de manière sécurisée avec elles via leurs API. Cependant, chaque banque fait son API. Ça veut dire qu'il faut connecter chaque banque et chaque API avec une technologie qui est propre à la banque, avec des spécificités, etc. Un dialogue avec chaque banque pour résoudre les bugs, pour quand il y a des problèmes de maintenance. Et donc, du coup, il y a plus de 2000 banques en Europe. Globalement, si je schématise, c'est 2000 connexions à créer et à maintenir. Le tout aussi avec des processus d'authentification forte. L'authentification forte, c'est de sécuriser l'accès au compte ou l'initiation d'un paiement par virement avec soit un Touch ID, soit un Face ID sur l'application de la banque. Il y a encore certains, pour les plus retardataires, c'est encore un code SMS que je reçois. Et ça, il faut travailler avec les banques pour le rendre le plus fluide possible. Donc effectivement, c'est un métier à part entière, un métier régulé, donc pas n'importe qui peut le faire. Donc si un acteur comme Cegid souhaite rentrer dans ce métier, il faut qu'il soit établissement de paiement. Et ensuite, il faut être capable d'avoir les équipes, le savoir-faire pour connecter l'ensemble des banques, avoir cette relation avec l'ensemble des banques, le tout pour harmoniser, fluidifier et rendre stable cette nouvelle infrastructure européenne. Ok, merci, c'est très clair. Donc les enjeux de la DSP2 pour les cabinets comptables, c'est bien évidemment de faciliter l'expérience utilisateur. On est sur la vitesse, on est rentré dans l'ère d'une comptabilité qui est plus temps réel. On est aujourd'hui largement imprégné de la réforme de la facture électronique, tous, et on se rend compte que la digitalisation des flux, ça devient une réalité. Et donc, effectivement, l'adoption de la DSP2 en complément de ces flux d'achat et de vente, c'est le moyen d'avoir une comptabilité auxiliaire à jour et qui permet de proposer à ses clients des missions, on va dire, à valeur ajoutée sur la matière comptable. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voudrais nous signaler sur la DSP2, sur la norme en tant que telle, en fait, qu'on n'aurait pas évoqué? La DSP2, en termes de calendrier, donc ça a été voté en 2015, ça a été mis en application au niveau national en 2018. Il y a eu des règles techniques qui ont été mises en place, avec chaque banque qui doit fournir une API. Ça a été un peu plus long, parce que ça a été très compliqué à mettre en place, mais aujourd'hui, en 2022, ça fonctionne. On est passé de ce qu'on appelait le web scraping. Le scraping, c'était l'ancienne technologie utilisée pour se connecter. Globalement, c'est quoi un web scraping? C'est que au lieu que ce soit un humain qui lise une page web, c'est un robot qui lit une page web. Donc, il n'y a pas vraiment de problématique de sécurité vis-à-vis du web scraping. Le seul problème, c'est que vu que c'est un robot qui lit une interface qui est normalement faite pour être lue par un humain, il peut y avoir des erreurs d'interprétation dans la donnée. Parfois, 100 €, le robot, il va l'interpréter 1000 €. Donc, c'est là où il y a une terme de fiabilité qui pouvait être problématique. Et là, on a migré totalement sur les API DSP2, qui là sont un protocole qui est fait pour faire dialoguer deux serveurs. Donc, c'est une technologie qui est utilisée à bon escient, en quelque sorte, deux ordinateurs, deux serveurs qui communiquent entre eux sur des protocoles normalisés. Et donc là, c'est beaucoup, beaucoup plus stable, beaucoup moins d'erreurs d'interprétation. Et donc, aujourd'hui, c'est migré, ça fonctionne. Il y a eu énormément de travail qui a été fait entre Cegid et Bridge pour fiabiliser et pour transformer ce flux DSP2 en un flux comptable. Donc, en fait, aujourd'hui, ça se diffuse dans la société massivement. Il y a eu, je dirais, des efforts à l'allumage, mais aujourd'hui, c'est prêt et ça fonctionne. Ok, mais donc effectivement, nous, on le vit, hein, c'est vrai, on a senti que les organismes mettaient la pression sur les banques, on a senti que vous aviez de plus en plus de la qualité dans l'information. On sait aussi que on part des flux EBIX qui sont utilisés depuis très longtemps et qui étaient très normalisés. On a des améliorations à faire, mais on se rend compte avec le temps que finalement,
la qualité d'information qu'on récupère à travers la DSP2, elle est plutôt très bonne et elle nous permet de suivre vraiment précisément, comme tu disais, la partie agrégation. La partie paiement, on en est au début, mais ça, c'est très prometteur et c'est vrai que pour les clients des cabinets d'expertise comptable, c'est un vrai avantage que de pouvoir lier la comptabilité et son paiement et les relances ou proposer à ses clients d'avoir des moyens de paiement. Donc là, toi, tu peux peut-être nous parler un tout petit peu des solutions plus en détail que vous proposez pour qu'on comprenne comment nous, on les intègre. Ouais, très rapidement. On a les deux pieds de l'open banking de la DSP2, globalement l'agrégation et le paiement, comme je le disais. L'agrégation, ça facilite la collecte des relevés bancaires avec une technologie nouvelle génération qui, globalement, quand vous proposez à votre client de connecter ses comptes bancaires, par IBIX, c'est un processus qui peut être un peu fastidieux, un peu long, avec un mandat tripartite qui est un peu long à mettre en place. Là, c'est très simple. L'utilisateur sélectionne sa banque, fait le processus d'authentification forte, qui est de plus en plus fluide avec, comme je le disais, des validations Face ID, Touch ID sur l'application de la banque. Et c'est fait. En fait, en quelques secondes, on connecte les comptes bancaires et on a la donnée digitalisée qui arrive en quasi temps réel. Quand je dis quasi temps réel, c'est quand il y a une transaction qui passe sur le compte, nous, on la récupère dans les quelques minutes, voire quelques heures, en fonction de la rapidité de connexion avec l'API. Mais globalement, c'est plutôt une question de minutes. Et du coup, vous avez constamment le flux qui est actualisé avec des données à jour. L'autre pilier, c'est une initiation de paiement qui permet d'avoir des solutions de paiement ultra fluides, on le verra, et ça a vocation globalement à être dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que demain, vous allez payer, déjà dès aujourd'hui, il y a de plus en plus de sites e-commerçants qui proposent cette solution de paiement par virement, qui est très simple. En quelques clics, je paye. Il n'y a plus ce processus où on doit communiquer son IBAN, l'enregistrer, etc. Là, ça se fait en quelques secondes. C'est ultra sécurisé. C'est 300 fois moins de fraude qu'avec les paiements par carte. On le verra peut-être un petit peu en détail après. Et donc, demain, je dirais, d'ici 2024, vous allez commencer à payer en magasin avec du virement instantané. Et globalement, ça va petit à petit remplacer la carte. Je ne pense pas que ça remplacera totalement, mais ça va de plus en plus capter en quelque sorte des parts de marché sur la carte. Quel serait le frein pour que la carte persiste encore et demeure? Le principal frein, c'est que les banques gagnent beaucoup d'argent avec la carte. Et l'Europe pousse pour que le virement devienne un moyen de paiement du quotidien, et ça va y arriver, puisqu'il y a des règles et des réglementations qui poussent à ça. Et le seul frein aujourd'hui, c'est que le virement instantané, il n'est pas encore totalement déployé auprès de toutes les banques en Europe, et parfois il est payant pour le payeur. Pourquoi le virement instantané, c'est clé? Parce que si je suis dans mon supermarché du coin et que je paye par virement, s'il n'est pas instantané, le marchand il n'est pas sûr de recevoir l'argent. S'il est instantané, il est sûr parce qu'il a l'argent sur son compte tout de sur Et donc, il peut juste pour préciser, c'est-à-dire qu'il y a deux moyens de payer. Il y a un moyen de payer où tu envoies un ordre de virement et puis il s'exécute dans un temps relativement court qui est moins de la journée en fait. C'est ça? Ouais. Et en tout cas, l'information elle remonte par l'agrégation au pire le lendemain. Et tu as l'instant payment qui n'est pas présent sur toutes les banques aujourd'hui, c'est ça? En fait, l'instant payment aujourd'hui n'est pas obligatoire pour toutes les banques. Et il est parfois rendu payant pour le payeur. C'est-à-dire que quand les banques, la plupart des grandes banques françaises en tout cas, l'ont déployé, donc vous proposent instant payment, mais souvent elles vous font payer 1 euro. C'est qu'en tant que payeur, vous allez payer 1 euro pour avoir l'instant payment. Donc à partir du moment où l'instant payment est déployé, vous êtes en magasin, votre marchand a la confirmation que l'argent est arrivé sur son compte. Donc il peut vous laisser partir avec votre panier. Cependant, aujourd'hui, tant que ça coûte 1 euro, le payeur, il paye avec sa carte, c'est gratuit, il ne va pas payer pour payer. Et donc, à partir du moment où les banques sont rassurées sur le business model, globalement, elles vont le déployer massivement, gratuit pour le payeur. En parallèle de ça... Excuse-moi, mais c'est relativement gratuit parce que le commerçant, il paye, toi, tu payes la carte. Donc, quelque part, il y a des commissions. Donc, elles ne sont juste pas au même endroit et perçues de la même façon. Oui, c'est ça. Elles sont cachées, sauf que là, c'est facialement, quand je vais payer, on me demande de payer 1 euro pour payer, c'est un frein à l'adoption, en fait. C'est juste ça. Donc, si on se transpose dans un monde B2B,
c'est déjà un processus qui semble tout à fait acceptable. Par contre, dans le B2B, en plus, il peut y avoir du délai. Donc, on peut dire que le paiement est mature. Par contre, dans un monde B2C, il y a encore des freins à l'expérience utilisateur. C'est ça. Même si les valeurs et les commissions et la chaîne de valeur pourraient se réajuster, en fait. Et toi, tu dis, en plus, les banques européennes mettent la pression, enfin les commissions plus exactement, pour que ça se passe et qu'on finisse par y arriver. C'est très simple, juin 2023, il va y avoir une réglementation européenne qui va obliger toutes les banques à déployer Instant Payment à un prix qui ne peut pas être supérieur au virement classique. Et le virement classique, il est gratuit dans la très large majorité des cas pour le B2C, et il peut y avoir un business model associé en fonction des flux pour le B2B. Mais c'est vrai, ça veut dire que si on schématise pour le B2C, juin 2023, Instant Payment va se déployer massivement dans la société comme moyen de paiement du quotidien, mais dès aujourd'hui pour le B2B, l'initiation de paiement fonctionne très bien. Pourquoi? Parce qu'entre deux entreprises, on a l'habitude d'être payé par virement. Déjà aujourd'hui, virement classique, et l'instantanéité est moins clé que quand je suis en magasin. Donc en fait, déjà, même si l'Instant Payment n'est pas déployé, ça fonctionne l'initiation de paiement, parce que ça permet d'intégrer le paiement dans les logiciels, et on va le voir dans la présentation, d'intégrer le paiement dans les logiciels de gestion de trésorerie, de facturation, dans des interfaces, avec un parcours très très fluide. L'Instant Payment va en fait accélérer les flux et, je dirais, optimiser la gestion de trésorerie, parce que je reçois l'argent instantanément et quand je paye, j'envoie l'argent instantanément. Donc ça raccourcit globalement les flux avec une intégration dans la gestion de trésorerie qui est optimisée. Donc voilà. Si je peux me permettre aussi, bon, c'est une projection un peu plus lointaine, mais en 2024, on a donc la facture électronique avec l'obligation d'indiquer les encaissements qui ont été faits. Donc, tous ces moyens temps réel, digitaux et fiables et qui évitent les fraudes et permettent de rassurer donc les flux faciliteront l'ensemble de ces déclarations qui sont faites à l'administration. Donc, tout ça va dans le même sens, on va dire. Okay. Globalement, la DSP2 avec la facture électronique va devenir un outil indispensable pour être capable de la mettre en place et bien l'intégrer dans les outils de gestion. Ouais. Ça, c'est sûr. En tout cas, ce qu'il faut bien sentir, c'est que c'est pas une vision long terme. Ça se déroule selon un calendrier qui était plus ou moins prévu. Bien entendu, il y a toujours un peu de retard pour faire bouger les banques, parce que comme tu l'as dit, forcément, il y a de l'appétit à garder des revenus qui existent, mais je suis sûr qu'ils réinventeront notre façon de les générer. Voilà, donc on peut retenir tous que c'est pas un rêve, ça va pas arriver un jour, c'est pas de la fusion nucléaire, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place tout de suite sur l'ensemble de ses clients et surtout en B2B. Ah bah c'est maintenant, ouais, c'est maintenant que ça se déploie et ça se déploie massivement. Enfin, nous, on le voit parce qu'on signe énormément de comptes qu'ils déploient, que ce soit sur l'agrégation ou sur le paiement, massivement auprès de leurs clients et au final dans la société. Voilà, donc on peut peut-être passer sur la slide d'après ou très rapidement. Je présente un peu nos clients. Évidemment, Cegid a été précurseur, a fait un partenariat avec nous depuis plusieurs années sur lesquels on a beaucoup itéré justement pour appréhender ces nouvelles technologies et de permettre d'innover dans le monde de la comptabilité. Et on a d'autres clients que vous pouvez voir. Peut-être un petit focus du coup sur l'intégration Bridge Cegid. Oui, donc comme je le disais, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On a commencé avec le scrapping, donc on va dire avec le hacking. C'est vrai que nous, on avait une perception de cette notion de données bancaires qui était un peu différente de celle que vous pouvez avoir dans banking à l'époque, parce que il y avait l'objectif que vous aviez, c'était d'afficher un solde en fait, ou des transactions ou une position à un instant T. Nous, on avait la vocation à reconstruire les relevés bancaires pour que la comptabilité puisse s'effectuer à partir de ces relevés. Donc aujourd'hui, on est arrivé à maturité sur la DSP2. On a mis en place plusieurs outils. Donc un outil pour faciliter le consentement et l'exploitation de la donnée qui est Cegid Flow. Donc lui, c'est une application mobile qui permet de payer, de suivre ses factures et de justifier des transactions. Donc on utilise du coup les deux briques que tu évoquais. Et on a également mis en place des robots
sur la partie production comptable, donc là sur Cegid-Loop, qui vont après être déployés plus tard sur Cegid Quadra 2023, et donc qui sont des outils qui permettent de récupérer donc l'agrégation des relevés bancaires. Alors, j'allais dire en temps réel, ou presque, en tout cas plusieurs fois par jour, avec une qualité très importante, et qui nous permettent après de faire le lettrage, c'est-à-dire le rapprochement entre la facture et la banque, pour arriver à suivre les encours sur l'entreprise et à avoir un grand livre auxiliaire qui soit de qualité. Donc ça, on l'a mis en place dans Cegid-Loop. On l'a déployé sur plusieurs cabinets aujourd'hui qui sont en test. Il faut avouer que la difficulté dans ce monde-là, c'est de faire des tests. C'est-à-dire que avoir des vrais comptes qui sont alimentés pour imaginer tous les cas, c'est toujours difficile. Donc, la mise au point est toujours longue, en fait. Hein. On est obligé de s'appuyer sur nos clients pour. Je vous remercie, je ne sais pas s'il y en a dans l'Assemblée, mais en tout cas, qui nous aident tous les jours à améliorer nos processus de correction d'erreurs. Et donc, on a déployé ça. Aujourd'hui, c'est un moteur qui collecte donc directement sur la base de la DSP2 à partir de l'approbation qui est faite par le client, ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, dans Cegid-Flow, avec une offre qui est dédiée aux experts comptables et une offre qui est orientée plutôt entreprise, aux dirigeants d'entreprise en fait. Donc chacun y trouve son compte en fonction de ses besoins, donc collecter la donnée ou suivre et payer. Voilà, donc ça c'est des éléments qu'on a mis en place et qu'on va généraliser. Et notamment par rapport à la facture électronique, ce qui va se passer là sur 2023, qu'on va lancer au prochain congrès des experts comptables en septembre, c'est le fait d'avoir la facture électronique qui arrive, pour le coup, avant la transaction bancaire, parce qu'on émet toujours une facture avant de la payer ou d'être payé, et après de la justifier par la transaction bancaire. En fait, donc on est en train d'inverser la façon dont la comptabilité suit les mouvements digitaux. Donc c'est une transformation extrêmement importante pour nous et on s'appuie sur vous de façon très forte pour assurer la qualité de l'expérience utilisateur. Parce que c'est vrai que c'est des dizaines de milliers de comptes tous les jours qui sont brassés. Donc il faut que ça fonctionne parce que sinon ça devient vite un casse-tête pour les cabinets, quoi. Voilà pour l'expérience Bridge et Cegid. Donc sur la partie Cegid Flow, c'est-à-dire que l'objectif de l'application mobile, c'était surtout de permettre aux dirigeants de justifier et de bénéficier de ces fonctions d'agrégation et de paiement. C'est une application qui est proposée sur la base aujourd'hui des dossiers Cegid-Loop, qui va être étendue à d'autres offres prochainement. Et comme on disait, donc, qui permet d'éviter le web scrapping, parce que pour nous, c'était pas la bonne solution, comme je le disais, pour récupérer une donnée de qualité, faire de la réconciliation de façon automatisée. Pour information, sur certains dossiers, là, on arrive à des taux quasiment de 100% de réconciliation. Donc, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que la qualité de la donnée DSP2 qu'on récupère en agrégation est plutôt bonne, en fait. Hein. Et puis, la possibilité de régler les factures qui sont dues de façon assez efficace, avec une expérience utilisateur prometteuse et qui aujourd'hui évolue encore fortement avec ce que vous pouvez nous apporter. Tu voulais montrer donc, Johan, le parcours d'intégration, c'est ça? Oui, en fait, je pense que l'un des avantages majeurs de ces connexions DSP2, contrairement à ce qui se fait encore sur EBIX, c'est la mise en place de cette connexion, qui se fait de manière très très fluide, et on peut le voir dans cette vidéo. Et ce qui permet aussi, et tu l'as mentionné, d'avoir une interface pour l'entreprise, le client final, et une entreprise pour le comptable. L'entreprise pour le client final, l'interface pour le client final, c'est une interface, globalement, il va suivre son compte bancaire, ses flux, et il va pouvoir interagir en quasi-temps réel, basé sur ces flux-là, pour renseigner des informations et peut-être faciliter ou préparer le travail de son comptable. Nous, on l'a vu avec Bankin de manière très claire. S'il y a une interface qui est bien faite avec les flux en temps réel, c'est une utilisation quotidienne de cette interface, et globalement, il ne va plus sur l'application de sa banque. Il va sur l'interface, du coup, de sa comptabilité. Il va suivre ses comptes
à travers son interface comptable. Et là, c'est l'opportunité, vu qu'il y a une interface pour le comptable et pour l'entreprise, d'avoir une sorte de dialogue quotidien grâce aux outils de Cegid et de plus avoir, je dirais, ce processus où on se retrouve à la fin du mois ou à la fin du trimestre ou avant la clôture des comptes à essayer de faire une recherche aux informations sur qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, sur ce flux, c'était quoi. Là, l'entreprise va pouvoir constamment voir ce qui s'est passé, renseigner, etc., pour que le comptable, il ait déjà un maximum de choses renseignées sur son interface et ne pas attendre le dernier moment. Alors, voici la vidéo. Ce qu'on va montrer, c'est vraiment le parcours de connexion de la banque à la première connexion. Donc là, il a sélectionné « Je veux connecter ma banque ». La seule chose qu'il doit faire, c'est sélectionner son compte bancaire. Et là c'est encore l'ancien système parce qu'il doit rentrer ses identifiants. De plus en plus, il n'a même plus à rentrer les identifiants puisque c'est une validation sur son application bancaire. Et il y a un QR code. Si je le fais depuis un ordinateur, je flash le QR code et j'ai l'application bancaire qui me demande de me valider. Cette validation, globalement, on s'assure que c'est bien le titulaire du compte, le propriétaire du compte, qui ordonne cette connexion bancaire sécurisée. Là, cette connexion se prend vraiment quelques secondes. Pour cette banque-là, c'est encore un SMS, mais comme je vous le dis, de plus en plus, c'est un Touch ID et un Face ID. Je reçois le code par SMS, là en l'occurrence, je confirme, et ensuite c'est fait. Je ne sais pas si la vidéo est en pause, du coup. Parce que ça... attends. Ouais, elle est en pause, parce que ça prend vraiment quelques secondes. Et voilà, c'est fait. Globalement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on dialogue avec la banque de manière sécurisée, on récupère l'information, on la pré-traite, et on l'envoie à Cegid, qui, elle, que Cegid apporte son savoir-faire pour automatiser les flux. Donc on le voit, ça prend vraiment quelques secondes pour connecter le compte bancaire. C'est sécurisé avec les systèmes d'authentification forte de la banque, qui de plus en plus est fluide sur l'application, avec un Touch ID, Face ID. Mais même s'il n'y a pas le Touch ID, Face ID, ça reste très fluide, puisque c'est une validation SMS. Et ensuite, c'est fait. La connexion est établie et la donnée arrive instantanément. Et donc, au lieu d'avoir un processus avec un mandat tripartite qui prend plusieurs semaines, etc., là, on peut avoir des centaines de milliers d'entreprises qui connectent des comptes bancaires le même jour, ça va fonctionner. Et ça va être très simple et ça se fait en quelques secondes. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage. En fait, je m'excuse pour les manipulations qui sont un peu compliquées entre la vidéo et le partage de la présentation. En tout cas, vous avez pu voir le déroulement. Et Johan a su vous faire patienter pendant que je préparais ça. Merci Johan. Donc, en fait, on voulait après vous présenter la différence entre la DSP2 et les BICS, telle qu'on la voit et qu'on la comprend aujourd'hui. Bien entendu, vous vivez tous les problèmes de mandat qui sont à partager avec les clients, à mettre en place dans les banques. En fait, le principe de l'EBIC, c'est que la banque, elle met à disposition d'une carte les informations. Donc, c'est assez lourd pour eux et c'est lourd à mettre en œuvre. Donc, c'est clair que la DSP2, c'est un appel à un API. Il est sécurisé par un consentement qui est donc renouvelé. Donc, au départ, Johan, c'était plutôt 80, enfin, il y a des banques, c'était tous les jours, d'autres, c'était 90 jours. Et là, maintenant, on est sur 180 jours, mais c'est pas encore sur toutes les banques. C'est en train de se généraliser, c'est ça? Donc, en fait, la loi a changé. Elle a été votée et passée au journal officiel de la Commission européenne là, en novembre ou début décembre. Et les banques ont 6 mois pour le généraliser à l'échelle européenne. Ça veut dire qu'entre maintenant et 6 mois, toutes les banques vont devoir mettre un renouvellement de consentement une fois tous les 6 mois. Ce ne sera plus une banque décide que c'est tous les jours, l'autre banque décide que c'est tous les mois, et une autre banque qui décide que c'est tous les 90 jours. Là, c'est une fois 180 jours, un renouvellement de consentement, avec une obligation de mettre en place ce qu'on appelle le app-to-app fluide. Ça veut dire justement cette validation sur l'application de la banque en Touch ID et en Face ID. Et donc, ça va se faire plus de 2 fois par an.
pour t'interrompre juste une seconde, donc tu dis le consentement, donc c'est l'équivalent du mandat, mais à part qu'il est digital et il est fait par le client. Donc là, nous, CGFlow relance le client quand il faut le faire. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est fait automatiquement. Et donc là, toi, tu dis qu'en fait, le fait que ça soit fluide dans les applications mobiles, donc entre deux applications mobiles, donc par exemple entre CGFlow et l'application de la banque, c'est une obligation qui a été mise en place dans le cadre de l'Open, enfin de la DSP2, c'est ça? Et qui oblige les banques à s'assurer que non seulement ça soit pas trop fréquent, et en plus ça soit fluide. C'est ce que tu dis en résumé? Donc, globalement, ce qui se passe, c'est que vos clients qui utilisent l'interface, l'interface côté entreprise, c'est Cegid Loop ou Cegid Flow, je crois, c'est ça? L'application mobile pour. L'application pour mobile pour l'entreprise, c'est Cegid-Flow, oui, pour le dirigeant, c'est l'application voilà. du dirigeant. Le Et dirigeant. Cegid-Loop, c'est la compta en fait qui est pour les entreprises, pour les experts comptables. Oui. Cegid-Flow, l'entrepreneur, le dirigeant, a son application mobile, il va suivre l'évolution de ses comptes quotidiennement, ou même voire plusieurs fois par jour. Il va avoir des notifications, etc. Là, une fois tous les 6 mois, il va devoir renouveler le consentement. Ça veut dire que vous, déjà, vous êtes capable de commencer à le préparer 30 jours avant, en lui disant, bah là, il va falloir que tu le renouvelles. On peut même le renouveler en avance de phase. On n'est pas obligé d'attendre que la connexion soit arrêtée pour le renouveler. Donc, on peut lui dire, bah voilà, il faudrait que tu renouvelles le consentement, etc. Il renouvelle. Qu'est-ce qu'on fait dans l'application? On envoie des alertes, en fait. Exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, OK, je veux renouveler le consentement. Hop, l'application de sa banque s'ouvre, il fait le Face ID et l'application de Cegid-Flow revient. Donc en fait, c'est vraiment un swap d'application qui prend une demi-seconde avec un Touch ID ou un Face ID entre les deux. Donc ça devient vraiment très très fluide. Pourquoi ça a été mis en place? Et pourquoi ça a été une exigence réglementaire? Parce que si on veut faire, là on parle de l'agrégation, mais pour valider les paiements, c'est le même parcours. C'est pareil. C'est pareil. Si pour chaque paiement, c'est compliqué, je dois aller sur une page, rentrer des codes, blablabla, on ne peut pas faire un moyen de paiement avec des parcours d'authentification forte trop compliqués. Donc c'est une obligation réglementaire que ces parcours soient fluides, sinon on ne peut pas faire de l'initiation de paiement par virement un moyen de paiement du quotidien. Oui, et là on rejoint notre introduction, c'est-à-dire que si l'Europe veut se doter de façon souveraine d'un moyen qu'ils aient adopté en masse, il faut qu'ils arrivent à lever les barrières, qui sont des barrières naturelles humaines sur les usages et l'expérience utilisateur. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils ont corrigé la norme pour obliger les banques à ce que ça soit fluide, pour que ça soit adopté en fait. Tout à fait. Okay. Et du coup, là, la plupart des banques ont déjà mis en place le App2App Fluid, donc c'est déjà une réalité. Et le consentement va devenir, est obligatoire dès aujourd'hui, 180 jours, et les banques ont quelques mois, maximum 6, pour le mettre en place. Donc en fait, dans 6 mois, ça sera fluide, et ça sera une fois tous les 180 jours. Ce qui fait que, et on va voir les autres avantages, mais globalement, si on se place à 1 an, les flux DSP2 vont remplacer en quelque sorte les flux EBIX. Et c'est pour ça que c'est super important le travail qu'a fait Cegid depuis plusieurs années en collaboration avec nous, c'est de préparer en fait ce mouvement qui va arriver et qui va être massif. Et c'est aujourd'hui que ça arrive. D'accord. Donc ça fait une très bonne transition avec la partie couverture. Quand on parle de la couverture des banques, à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la réalité? Parce que je pense que c'est important que les gens qui sont dans l'Assemblée puissent comprendre à quel point c'est prêt et à quel point ça va être prêt. Donc, c'est pas l'idée de pousser les choses, mais de leur donner vraiment un sens du réalisme. Donc, quand on parle de couverture aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une couverture, entre guillemets, plus forte dans la DSP2 que sur les BICS parce que c'est plus facile d'atteindre la donnée. Et c'est moins coûteux. C'est-à-dire qu'effectivement, surtout le problème qu'on avait avec les BICS, c'est qu'il y a des banques qui pratiquaient des prix qui étaient juste inacceptables, ou des acteurs, par exemple, comme je déclare, qui n'avaient pas réussi à négocier des accords avec les banques pour récupérer l'information. Donc, sinon, toi, tu peux nous dire quoi sur l'adoption par les banques de la DSP2 sur les 12-6 derniers mois? En fait, la directive des services de paiement n'est pas optionnelle, elle est obligatoire. Donc, l'ensemble des banques a l'obligation de l'adopter. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. Elle est liée aux services de paiement. Il y a l'agrégation et les services de paiement dans la même directive. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que si jamais on dit à un commerçant, ton client, s'il est à la banque A, il peut payer, mais s'il est à la banque B, il ne peut pas payer,
ça ne marche pas. Un service de paiement, il doit être universel. N'importe quel client, n'importe quelle banque, il doit être capable de payer. C'est pour ça que l'ensemble des banques européennes ont l'obligation de mettre en place ces connexions sécurisées pour être capable d'initier des paiements et de récupérer l'information sur les comptes et donc l'agrégation. Donc c'est une adoption à 100%, et aujourd'hui on couvre. Donc nous, en fait, ce qui dépend d'avoir cette couverture, c'est que Bridge connecte banque par banque les API que proposent ces banques-là en France et à l'échelle européenne. En France, Bridge couvre 99% des banques. Donc en fait, c'est très très rare. Il faut vraiment une banque exotique pour qu'on ne soit pas connecté. Je vous donne un exemple. BNP, Société Générale, Crédit Agricole couvrent tellement de parts de marché que c'est une évidence pour nous de le couvrir. Mais bon, si vous avez un client qui est à la banque municipale de je ne sais pas quelle ville, là c'est plus compliqué parce qu'en fait, nous, on a peu de demandes pour connecter cette banque. Et connecter cette banque, c'est quand même un investissement important, c'est un effort en termes de développement pour connecter, rentrer en relation avec cette banque et maintenir la connexion. Et s'il y a juste un compte bancaire connecté dessus, bah, c'est très très cher, plutôt que si je gère une banque massive. Mais globalement, aujourd'hui, 99% de votre clientèle est... Oui, c'est ça. En fait, on comprend bien que c'est pas parce que la banque n'est pas à la norme qu'on ne peut pas s'y connecter, mais c'est qu'effectivement, on sait que ça a un coût de maintenir ces connexions, parce que si on veut qu'elles fonctionnent tous les jours, j'ai vu toutes vos questions hein, dans le Q&A, on va y répondre, mais juste, on avance un petit peu sur cette slide. En fait, donc, il est vrai que l'important, c'est que la majorité des banques et la grande majorité des banques qui couvrent la majorité des clients fonctionnent bien, en fait, c'est ça l'intérêt. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on est proche de 100% si on prend cette règle-là. On était à plus de 80% il y a 12 mois. Après, pour être très honnête et très transparent, la qualité des connexions est encore inégale, on est d'accord? Et donc, c'est là que la maturité est en train de se creuser. Donc, après, sur la partie couverture, donc on a parlé, la partie qualité, donc elle est assez semblable, elle est normalisée dans les deux cas. Globalement, le schéma avec lequel les banques nous diffusent la DSP2 est plus large que celui des informations qu'on peut récupérer en EBIX, mais il n'est pas, pour être très honnête, encore totalement rempli par toutes les banques. Donc c'est en train de s'améliorer. Donc je veux dire, ce ne peut être que du plus. Et on s'aperçoit d'ailleurs que les moteurs, ce que j'évoquais tout à l'heure pour la partie lettrage automatique, rapprochement automatique, fonctionnent plutôt très bien avec la DSP2. On avait des doutes parce qu'on se demandait si la qualité serait suffisante. Et par contre, l'instantanéité, c'est clair qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe entre les BICS et la DSP2 est très simple. C'est que les banques nous envoient des relevés bancaires tous les jours. Et quand il y a des changements dans le passé en date de valeur sur les relevés, ils nous renvoient des relevés. Donc on est obligé de faire une rétention suffisamment longue pour qu'on fasse l'arbitrage entre les relevés qu'ils nous ont envoyés sur le même compte la même journée. Donc du coup, on se retrouve à J+4 quasiment pour avoir une information à travers les BICS, alors que les SP2, ça répondra à une de vos questions, aujourd'hui, Bridge collecte plusieurs fois l'information par jour. Donc, au minimum, c'est 24 heures. Au mieux, c'est dans la journée, en fait. Voilà. Donc, et ça va, je pense, Joanne, vous allez accélérer en fait cette collecte et cette fréquence d'agrégation, non? Aujourd'hui, on le fait maximum 4 fois par jour. Oui, c'est ça. Et bien souvent, on le fait très tôt le matin pour avoir les données fraîches, et puis une autre fois en fin de matinée, et les 2 autres fois dans l'après-midi. Mais effectivement, il va y avoir des évolutions de la DSP2 avec ce qu'on appelle la DSP3, qui va être votée là normalement mi-2023. Et globalement, on va rentrer dans un système de push. C'est-à-dire que la banque va nous pusher à chaque transaction, à chaque fois qu'il y a une nouvelle donnée, l'information. Au lieu que nous, là, on aille la chercher 4 fois par jour, et ben, ça sera un push. Et là, si c'est toutes les secondes, ça sera toutes les secondes. Oui, c'est ça. On va dire que, en fait, avec la maturité de la facture électronique en 2026, qui sera obligatoire pour tout le monde, et l'évolution sur la DSP3, on va se retrouver vraiment dans le temps réel sur l'ensemble des flux achats-vente banque, en fait. D'accord? Après, on peut parler de l'historique, ça répondra aussi à une de vos questions. En fait, l'avantage avec la DSP2, c'est que si le constat n'est pas fait dans les temps,
Vous avez jusqu'à... Alors, moi, j'avais en tête 90 jours. Là, dans Slide, je vois 3 à 12 mois. J'ai un petit doute sur les 12 mois, mais tu vas peut-être nous éclairer, John, là-dessus. C'est-à-dire qu'on récupère, si le consent est fait, on va dire un mois après, on récupère l'information qu'on n'a pas pu récupérer euh, pour redémarrer les flux, enfin pour initier les flux, pardon. Effectivement, là, on a 3 mois au minimum qu'on peut récupérer à partir du moment de l'initialisation. Sinon, il faut effectivement récupérer le reste dans la banque directement. Et est-ce que tu as une information, toi, Johan, sur le 3 à 12 mois qui m'étonne un peu? C'est quoi la En fait, réalité, en fait? la donnée qui est disponible dans les API bancaires doit être la même que la donnée qui est disponible sur l'interface de la banque que le client quand il va consulter son compte en banque. Et de plus en plus, les banques affichent un historique beaucoup plus long que 3 mois. Donc en fait, c'est banque par banque. Il y en a qui affichent que 3 mois, il y en a qui affichent 12 mois, voire plus. Donc si vous avez 3 ans d'historique sur l'interface bancaire, nous, on est capable d'aller récupérer ces 3 ans d'historique. Donc on a mis entre 3 et 12 mois parce que ça couvre la très large majorité des cas. Le moins d'historique qu'on peut avoir, c'est 3 mois. En général, on chope entre 6 et 12 mois, et même pour certaines banques, on arrive à avoir plus. Je pense que en fait, ce que peut retenir l'audience, c'est que le fait que la DSP2 oblige les banques, sous forme d'API, à fournir le même service que dans l'interface que possèdent leurs clients, ça résume assez bien la limitation que vous pouvez rencontrer. C'est-à-dire que, comme le dit très bien Joanne, si vous avez effectivement 3 ans d'historique, en fait, la réponse est que vous récupérerez 3 ans à partir du moment où vous enclenchez la DSP2 sur le dossier. Ok, je pense que c'est clair. Et donc, après, sur la partie traitement proprement dite, ce que je vous disais, c'est que nous, on le fait principalement sur la DSP2. On est en train de le reporter aussi sur les BIX pour vous assurer une transition plus facile, sachant qu'on n'aura pas du tout la même fluidité, donc ce ne sera pas sur les mêmes usages, mais ça permet de faire une transition entre vos clients qui sont en EBIX aujourd'hui et de les passer demain en DSP2. Tu voulais nous montrer une autre vidéo? Oui, alors là, c'est un exemple de parcours de paiement. Donc, c'est vraiment sur le deuxième pilier de la DSP2 qui est l'initiation de paiement. Peut-être pendant que tu prépares peut-être cette vidéo-là. J'ai une publicité, si tu veux, sur YouTube. D'accord. Ouais. Globalement, ce que ça permet, c'est que dans les logiciels de gestion de trésorerie, de facturation, etc., de plus en plus, au lieu d'envoyer une facture avec un IBAN en bas de la facture, vous allez envoyer une facture avec soit un lien, si c'est une facture digitalisée, soit un QR code. Et le payeur, là, en l'occurrence, il reçoit un email. On va voir typiquement l'intégration. Donc, j'utilise un outil de facturation, j'imagine que Cégide le propose. J'envoie cette facture à travers un email. Là, en l'occurrence, c'est Barrier. C'est Devifact chez nous, l'offre. Voilà. Et là, j'ai un lien. Je paye par virement. Là, je clique et j'ai le résumé du virement, 150 € vers cette IBAN, qui est Barrier et Fils, maintenant. La seule chose qu'il faut que je fasse, c'est sélectionner ma banque. Et là, je suis un client Société Générale particulier. Et là, comme je vous disais, je suis redirigé vers l'application de la banque. Là, sur l'application de la banque, j'ai le résumé du paiement. Je vais payer 150 € Barrier et Fils. Je ne peux rien changer. Je ne peux pas changer ni le montant, ni la date, etc. Et j'ai mis le motif de facture avec, je ne sais pas si vous avez vu, la référence de la facture pour que le lettrage derrière, la réconciliation se fasse automatiquement. Là, je valide le paiement, de plus en plus avec un Face ID, et c'est fait. Et donc, pour le payeur, c'est vraiment très fluide. Je sélectionne ma banque, je valide le paiement, oui ou non, sur l'application de ma banque. Je ne peux pas changer ni la date, ni le montant, ni l'IBAN. Je n'ai pas à renseigner l'IBAN. Je n'ai pas à renseigner de code, etc., de code bancaire. Et nous, on s'assure de mettre la bonne référence de la facture dans le libellé. Donc, vous avez tout de suite la confirmation que vous êtes payé. Si c'est un virement classique, ça arrive généralement dans la journée. Si c'est un instant payment, ça arrive tout de suite. Et dans les flux, vous allez retrouver le numéro de la facture pour que la réconciliation soit faite automatiquement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle get paid, être payé, grâce à l'initiation de paiement avec un parcours ultra fluide. Vous pouvez mettre aussi ce bouton sur un site web. C'est là où nous, les clients et commerçants, mettent un bouton payer par virement et c'est très fluide. Il y a aussi payer. Payer vos fournisseurs, payer vos salaires. Et de plus en plus, vous allez pouvoir, dans vos interfaces Cégide, cliquer, je clique sur payer ce fournisseur ou en payer plusieurs. Et cette initiation de paiement se fait
depuis l'interface Cegid. Et là, vous êtes redirigé vers l'application de votre banque pour valider, souvent avec le pouce, ces paiements, et c'est fait. Donc en fait, on ramène le paiement au plus proche de vos outils de gestion, avec un parcours fluide, des intégrations qui sont bonnes, la bonne donnée pour faire la réconciliation, et de plus en plus avec un instant payment qui fait que les flux sont temps réel. En fait, bon, ce que tu viens de montrer, c'est très important, et sans dévoiler tout ce qu'on va annoncer sur 2023 sur la facture électronique, en fait, les choses sont en train de se renverser, c'est-à-dire qu'à travers nos outils de gestion qui sont eux-mêmes basés sur la comptabilité, puisqu'il y a comptabilisation automatique des flux d'achat de vente dans la comptabilité et gestion des factures et de leur cycle de vie à travers la facture électronique, en fait, on redirige, et là, je pense que c'était très important de comprendre ce que tu as montré, vers une application qui est plutôt destinée aux dirigeants, pour le coup, parce que lui, il va valider des paiements, et donc il va procéder à cette authentification forte, qui se fait de façon beaucoup plus aisée, contredis-moi, dans une application mobile qu'elle ne se fait dans une application web. Donc en fait, pour résumer, on prépare les paiements dans une application web, quand on est une entreprise, on les suit, mais par contre, on les exécute et on les autorise dans une application mobile qui est plutôt personnalisée à l'authentification liée au dirigeant d'entreprise ou à la personne qui a le mandat pour payer, et donc elle a l'accès à la banque et qui a l'application mobile de la banque sur son mobile. En fait, c'est ça. Hein. Voilà. Et si je suis une facture physique, eh ben, on place un QR code pour repasser le flux sur le mobile de manière très fluide. Donc, pour répondre rapidement aux questions que je vois passer, en fait, pour mettre en place, il y a une documentation dans Loop pour mettre en place la DSP2, c'est assez facile à activer. En fait, dans Loop, vous pouvez choisir si vous voulez que ce dossier soit, enfin, plus exactement, un compte particulier soit en DSP2, un compte soit en EBIX, etc. Donc, vous pouvez faire des transitions. Après, on est en train d'essayer de mettre au point avec Bridge une météo des banques, enfin, et au-delà de la météo, même une qualité, en fait, pour que vous ayez la meilleure vision possible. Parce que je pense que la meilleure façon de le mettre en œuvre, c'est de le mettre sur les banques sur lesquelles ça marche très bien, et sur lesquelles on commence à avoir vraiment du recul sur le fait qu'ils sont stables, parce que vous comprenez bien qu'il y a des banques qui sont meilleures que d'autres sur leur technologie. C'est vrai pour tout, et vous vivez ailleurs. Et au fur et à mesure, ça s'améliore. Et donc, de vous indiquer cette amélioration, que vous puissiez généraliser les choses jusqu'au moment où vous n'aurez plus d'EBIX, en fait. Donc, je pense que 2023 est vraiment la période de transition, et on va vous aider au mieux pour comprendre comment, quels sont les bons clients à mettre sur la partie DSP2. Voilà, donc, tu voulais parler du Non, mais ça, paiement. c'est globalement ce qu'on a montré. Donc, on peut passer ces slides si on vient de le montrer via le parcours. Voilà. C'est pareil, ça, j'explique un petit peu le virement, mais je vois qu'il nous reste peu de temps. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions ou si. En fait, oui, il y a plus de 30 questions. Quel est le coût de la DSP2? L'application mobile CGIFO est-elle existante en langue étrangère? Donc, enfin, il y a pas mal de questions auxquelles moi je pourrais répondre. Après, je vais reprendre les questions et puis je vais demander au Product Manager de vous répondre. Alors, par contre, je n'ai pas le nom de tout le monde, donc ça sera plus compliqué. Bon, je vais essayer de garder la session ouverte pour vous répondre. Qu'est-ce que je vois comme question? Comment être sûr que le flux DSP2 soit OK à réception et que EBIX n'est bon qu'à J+4? En fait, on a les changements qui sont opérés, c'est-à-dire que la banque nous indique les changements, alors que dans le cas de l'EBIX, elle nous redonne un nouveau relevé, ce qui n'a rien à voir. En fait, si vous voulez, la typologie de l'information qui est fournie n'est pas structurée de la même façon. Donc, nous, c'est très difficile d'aller analyser les changements qui sont faits au sein d'un relevé, parce qu'ils nous disent pour ce jour, le relevé, il a changé. Enfin, ils ne nous disent même pas, ils nous renvoient un relevé, et on s'aperçoit qu'il est doublon de l'autre. Et alors que dans le cas des SP2, on reçoit une modification, et en plus, Bridge rajoute une couche d'analyse sur ces modifications qui nous est très utile, parce qu'ils nous disent finalement, l'opération qu'on vous avait envoyée, elle est différente, et donc on arrive à l'interpréter, ce qui fait la qualité de la donnée. Comme Bix, protocole payant pour le client. J'ai beaucoup de questions sur la partie paiement. J'ai pas d'éléments là, enfin je les ai en tête, mais j'ai pas d'éléments précis pour vous répondre.
je pense que ça serait mieux que vous en discutiez avec les parties commerciales chez Cegid pour avoir les informations concernant le détail. Mais en tout cas, il y a des questions sur la partie offre auxquelles je peux vous répondre de façon assez large. C'est si le client prend l'application Cegid-Flow, donc si votre client prend l'application Cegid-Flow et l'utilise réellement pour faire ses paiements, suivre, à ce moment-là, la partie collecte bancaire est gratuite pour l'expert comptable. Et le client peut essayer pendant 30 jours. Si au bout des 30 jours, le client ne souhaite pas continuer avec son appli Cegid-Flow, à ce moment-là, il garde une version limitée de cette application qui lui permet de continuer à faire les consentes. Et à ce moment-là, c'est vous qui prenez à votre charge. Et de mémoire, excusez-moi, mais je pense qu'on est à 99 centimes par mois par IBAN, voilà, sur la partie. Sur la partie paiement, pour l'instant, c'était vraiment à laisser, donc on n'a pas mis de modèle économique vraiment en place. Ça reste des montants très faibles. Comme l'a dit Joanne, l'objectif c'est que tous les virements passent par là, c'est pas de mettre des barrières pour que finalement les gens retournent aux anciens protocoles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que j'ai répondu à peu près à tout. Johan, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter? Il reste 1 minute. Oui, la question sur le prix des connexions DSP2 versus CBX, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est totalement harmonisé. Là, il n'y a plus d'une banque fournit EBIX ou non à tel prix. Là, c'est toutes les banques, pour nous et pour Cegid et donc pour vous, c'est un prix globalement harmonisé. Il n'y a pas de différence, quoi. Donc, c'est beaucoup plus lisible. Alors, il y a une question qui est très intéressante, et elle revient toujours, cette banque, c'est HSBC. Je ne sais pas si tu as le détail, mais ce serait intéressant de répondre à la question, parce qu'ils sont toujours un peu à part. Je ne sais pas si c'est parce HSBC que sont à part. Ouais, voilà. Donc, en fait, ils ne peuvent pas ne pas se conformer à la législation, on est d'accord? Non. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Alors, pourquoi on ne les cite pas dans les banques accessibles, en fait, aujourd'hui? C'est qu'ils n'ont pas mis en place les API ou... En fait, alors ils sont obligés de se conformer à la législation ou alors ils prennent des amendes. À un moment donné, la pression va augmenter. HSBC a toujours été un peu particulier. Alors, je ne sais pas si c'est vu que c'est une banque plutôt globale, qui est très forte sur les échanges internationaux. Mais effectivement, ils ont des connexions bancaires, ils ont des processus d'authentification forts, surtout, qui sont très, très complexes. Et donc, c'est très difficile pour nous à gérer, c'est très difficile pour leurs clients à gérer. Et du coup, c'est une intégration qui est toute particulière. Donc là, en l'occurrence, je ne sais pas où on est HSBC. Vous le proposez avec nous, Christian, ou c'est pas disponible? Honnêtement, j'ai un doute. J'ai un doute parce que, comme tu le dis très bien, je pense qu'on a essayé et que l'expérience était tellement mauvaise qu'on a considéré que c'était pas éligible. Oui. Mais cette banque, ça a toujours été pareil, hein. Les BX, les coûts sont exorbitants. Enfin, moi, je connais pas mal de clients qui ont finalement poussé leurs clients entreprises à changer de banque pour avoir quelque chose de plus fin. Voilà. Donc, Mais moi, je en propose tout qu'on cas, la regarde ça réponse. ensemble. On regarde ça Ouais. ensemble et on voit pour quelles raisons. Parce qu'en fait, ça peut être typiquement le parcours d'authentification forte qui est encore trop compliqué pour le client final, qui pose trop de questions, trop d'interactions entre vous, sa banque, etc. Et peut-être que nous, on a, avec mes équipes, on a une idée des délais que HSBC va mettre pour améliorer ce parcours, puisque de toute façon, ils sont dans l'obligation de l'améliorer. Et donc, en tout cas, une dernière question concernant les ruptures sur les consentements, etc. Quand il y a des changements de code et sur les consentements, je ne pense pas que ça joue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a Stéphanie qui me demande si les codes changent, est-ce que ça va couper automatiquement les droits ou il va y avoir un message d'alerte? Non, en fait, c'est totalement différent. C'est-à-dire, à partir du moment où on a un consentement, on a un consentement. C'est ça. En Le fait, problème, c'est que le prochain consentement, il faudra mettre les nouveaux credentials, en fait, c'est ça. même plus, parce qu'en fait, si vous avez remarqué, avec le parcours qu'on appelle, hein, c'est pas juste moi qui l'appelle, c'est quelque chose de réglementaire, le app to app fluid, il n'y a plus de code à rentrer. En fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où l'application est enrôlée sur le téléphone, avec le Touch ID, Face ID, c'est juste un switch d'application.
et on fait le Touch ID. Il n'y a plus de code à rentrer. Et pourquoi il n'y a plus de code à rentrer? On revient sur ce sujet qu'on veut fluidifier les paiements par virement. S'il y avait un code à rentrer à chaque fois que je payais, c'est trop compliqué. Donc en fait, de plus en plus, il n'y a même plus de code à rentrer. Donc si les codes changent, ou etc., pour aller consulter ses comptes sur l'interface, nous, avec Bridge, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a plus de code à rentrer pour renouveler le consentement. Et même pour la première fois, en fait. La première fois, il n'y a même pas de code à rentrer. J'ai une dernière question. Comment ils peuvent consulter les vidéos, Johan? Sur YouTube. Oui, sur YouTube, vous tapez Bridge, Bridge API, vous devez y avoir. Alors, sur YouTube, si vous tapez Bridge, je pense qu'il y a pas mal de ponts, mais tapez Bridge API DSP2, je pense que vous arriverez à trouver. Sinon, on peut vous envoyer, je ne sais pas, Christian, si on est capable d'envoyer du contenu à tous les participants. Mais sinon, oui, bien sûr, on peut renvoyer les slides, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, il y a le lien dans le slide. Je n'ai pas répondu à toutes les questions. Je suis désolé, le temps est passé. Donc, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des choses. Et les banques portugaises sont-elles si partenaires de SoBank? Je déclare pour l'instant web scrapping. Vous êtes sur les banques portugaises aussi, non? Aujourd'hui on a les connexions agrégation avec l'Espagne, avec le Portugal, je ne crois pas encore. D'accord. Je crois pas encore. Ok, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Johan, je te remercie infiniment. Merci beaucoup, Christian. On vous a apporté plus d'informations pour vous permettre de mieux juger l'opportunité de mettre en place la DSP2 et en tout cas de bien comprendre que c'est quelque chose qui est aujourd'hui présent et qui ne sera qu'encore plus mûr dans l'avenir. Mais il faut commencer à mettre le pied dedans de façon sérieuse. C'est important pour la fluidité de la collecte de vos informations. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et bonnes fêtes et bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Allez, au revoir.